Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Accessibilité. NF. Qualité de ce qui est accessible. Histoire 1630, conditions d'accès à une fonction, 1878, Académie. 1. La controverse qui s'est déployée, tout au long de sa discussion au cours de l'année 2018, à propos de l'article 64 de la loi Elan, voir ce mot, loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, a remis en discussion la notion d'accessibilité au travers des conditions de sa réalisation. L'article en cause remplace en effet l'obligation d'accessibilité de tous les logements neufs, telle que l'imposait la loi du 11 février 2005, par un quota de 20% par immeuble. Les autres logements devant être évolutifs, c'est-à-dire rendus accessibles au moyen de simples travaux. Cette révision des conditions d'accessibilité des logements l'a été sous la pression des promoteurs immobiliers, qui, à mots plus ou moins couverts, dénoncent depuis longtemps ces normes selon deux arguments principaux. Le premier, de nature économique, estime leur surcoût pour un logement de 2 à 3 pièces entre environ 7 à 9% correspondant à la surface supplémentaire imposée par ces normes, ce qui, selon les professionnels de l'immobilier, exclurait de nombreux ménages de la possibilité de cet achat. Le second, de nature pragmatique, insiste sur le caractère disproportionné de ces normes qui prévoyaient 100% de logements accessibles, alors que moins de 10% de la population rencontre des problèmes de mobilité. 2. Mais cette révision des normes d'accessibilité des logements traduit, ou plus exactement illustre aussi, et peut-être avant tout, les tiraillements et les hésitations entre deux conceptions de l'accessibilité entendues comme catégorie de l'action publique. Même si, comme le signalait fort justement Muriel Larouille, une conception intégrée, globale ou holiste de l'accessibilité s'est progressivement imposée en lieu et place de la conception spécialisée, correspondant à la vision médicale et fonctionnelle du handicap très présente après 1975, ces deux modèles continuent de coexister dans la mise en œuvre des solutions d'habitat et d'urbanisme. L'argument économique apparaît le plus souvent comme prépondérant, quand il s'agit d'arbitrer la question de l'accessibilité. Après tout, une des priorités affichées par la loi Elan est de construire plus, mieux et moins cher en donnant aux professionnels le moyen d'être plus efficaces. Les professionnels de l'immobilier ayant depuis longtemps mis en exergue ces normes comme un obstacle à la production et à la vente de logements, il était logique que la loi réponde finalement à leurs demandes si souvent réitérées. Une certaine domination de l'économisme dans notre imaginaire, comme manière de décrire l'action et le monde où elle prend place, peut nous laisser penser qu'effectivement ce soit la raison économique qui gouverne exclusivement désormais nos choix politiques. Mais les décisions publiques, comme peut l'être une loi, sont aussi constituées de décisions partielles plus ou moins cohérentes, auxquelles prennent part de multiples acteurs, ce qui suscite parfois d'étranges compromis. L'histoire retiendra ainsi que ce chiffre de 20%, de logements neufs ayant obligation d'être accessibles, résulte d'un compromis issu de la commission mixte paritaire, Assemblée et Sénat, entre le 10% souhaité par le gouvernement et la majorité de l'Assemblée nationale et le 30% souhaité par la majorité des sénateurs qu'un certain nombre de représentants associatifs avaient particulièrement conscientisés sur ce sujet. L'élaboration de cet article 64 a ainsi été également traversée par la tension entre ces deux conceptions de l'accessibilité qui viennent d'être évoquées. Entre le modèle spécifique du handicap et le modèle universaliste, entre une approche par compensation et celle inspirée par la nécessité d'un aménagement de l'ensemble de la société. Et l'on peut considérer cette tension comme structurant les politiques d'accessibilité depuis les années 90, comme elle structure vraisemblablement l'ensemble des politiques du handicap. 3. Aujourd'hui encore, ce sont ces deux conceptions de la notion d'accessibilité qui s'opposent. Pour les uns, le terme accessibilité veut dire handicap, qui signifie avant tout fauteuil roulant, qui lui-même renvoie, pour les promoteurs et les aménageurs, à contrainte. Pour les autres, le terme accessibilité veut dire donner accès à, et suppose la mise en œuvre d'une politique globale d'accessibilité visant le confort d'usage pour l'ensemble des utilisateurs, dans le respect de leurs spécificités, qu'elles soient physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques. L'opposition entre ces deux conceptions, malgré d'indéniables avancées, notamment en termes d'aménagement urbain, demeure vive en France.
ce dont l'article 64 de la loi Elan témoigne de façon manifeste. Elle traduit également la différence fondamentale qui existe entre l'offre d'un logement aux normes et celle d'un habitat, voire l'entrée habitée. Accompagnement. Monsieur. Union des instruments avec la voix. Histoire. Est d'abord un terme de droit féodal, contrat d'association, sens que connaît aussi le verbe, 1239. Le sens action d'accompagner, 1539, est archaïque à propos des personnes, mais reste vivant à propos des choses qui vont ensemble, avec une métonymie usuelle, un accompagnement de légumes. En musique, le mot signifie 1690, partie qui accompagne la partie principale. 1. Une partie de l'offre d'accompagnement proposée aux personnes en situation de handicap l'est parce qu'il est convenu d'appeler les services d'aide à domicile. Esquissons-en un état des lieux afin d'éclairer les conditions de sa production. On assiste depuis les années 2000, de la part des acteurs politiques et institutionnels en charge de ce secteur, à une succession de déclarations qui visent à faire du maintien au domicile des personnes en situation de dépendance une priorité. Cette fabrication symbolique d'une politique de solidarité nationale se trouve renforcée, en période de chômage massif et durable, par la rhétorique du gisement d'emplois non délocalisables répondant à une demande sociale. Or, les transformations politico-économiques du champ du maintien à domicile ont placé le travail des aides à domicile en bas de la hiérarchie professionnelle des intervenants de ce secteur. Comme l'a montré Christelle Avril, les aides à domicile sont avant toute chose des travailleuses pauvres sur le marché de l'emploi. Raison pour laquelle, sans doute, une partie d'entre elles exprime un profond sentiment de déclassement à travailler dans ce secteur d'activité. Une analyse socio-historique du champ de l'aide à domicile permet, sans équivoque, de conclure à la diffusion d'un modèle industriel à partir de ces mêmes années 2000. La création de l'allocation personnalisée d'autonomie, APA, en 2002 et la loi de 2005 de développement des services à la personne, dite loi Borloo, pouvant être considérées comme deux des principaux accélérateurs de la diffusion de ce modèle. Un modèle qui a développé une offre de plus en plus standardisée et homogène de services, alors que s'est déployé dans le même temps un discours argumentant la nécessité d'individualiser de plus en plus ces services. Rationalisation comptable et nouveaux modes de management du personnel tendent à réduire les espaces d'autonomie des intervenants ES à domicile, qui leur permettaient d'exercer leur savoir-faire et une évaluation souple du besoin d'aide. Pendant que les systèmes de pointage et de vérification au domicile du client, au travers du recours aux nouvelles technologies de contrôle, les placent dans une situation de double subordination. Mais ce modèle industriel, comme l'a analysé Florence Weber, repose sur la croyance en un ajustement concurrentiel adossé au principe du libre choix des bénéficiaires, supposé savoir s'orienter entre plusieurs prestataires en concurrence. Ces deux auteurs éclairent également les conditions de production de l'intervention à domicile pour lesquelles le bureau, comme le désignent les aides à domicile comme les personnes bénéficiaires, joue un rôle déterminant. Il y a notamment dans le livre de Christelle Avril, une analyse éclairante des raisons et des effets de la faible transmission par les cadres responsables du personnel, des règles et des normes institutionnelles aux aides à domicile. En termes de raisons analysées, on pourra retenir ainsi les contraintes que le modèle de rationalité industrielle fait peser également sur ce personnel intermédiaire d'encadrement. Mais plus significatif, on s'attardera sur la manière dont ces responsables du personnel peuvent fermer les yeux sur certains écarts de conduite des aides à domicile afin de pouvoir, en contrepartie, leur demander d'accepter par exemple, des remplacements au pied levé. En termes d'effets, on notera comment cette faiblesse du rôle institutionnel des responsables du personnel représente aussi un levier dans la gestion de la main-d'œuvre. Les responsables du personnel entretiennent aussi une zone d'incertitude, liée à une asymétrie d'information qui leur assure un certain pouvoir. 2. C'est donc dans un contexte d'un système à bout de souffle qu'il faut réformer d'urgence, pour reprendre le titre d'un rapport parlementaire de Jean-Marie Van Lerenterg et Dominique Watrin, rendu public en 2014, qu'il s'agit de penser ces formes d'accompagnement des situations de vie et de handicap à domicile. Leurs conditions de production doivent être profondément réformées,
ce qui passe nécessairement par une refondation de l'environnement juridique et tarifaire de l'aide à domicile, ainsi que par l'amélioration des conditions de travail et de rémunération des salariés. Si accompagner quelqu'un consiste à adjoindre ses forces aux siennes pour la réalisation d'une tâche ou d'un besoin qu'il ne peut remplir seul, la définition d'un référentiel de valeurs et de pratiques de cette activité d'accompagnement nécessite de s'interroger en préalable sur ce qu'habiter chez soi, voir ses entrées, et dans la cité veut dire. Puisque c'est cela qu'il s'agit d'accompagner. La réalité et l'effectivité du chez-soi doivent déterminer le socle de valeurs et de pratiques sur lequel l'accompagnement va s'adosser. Afin, non seulement de préserver ce chez-soi, mais de le conforter. Préserver l'intimité de la personne que l'on accompagne nécessite avant tout que l'une et l'autre, celle qui accompagne, et celle qui est accompagnée, s'identifient comme sujet dans une reconnaissance fondée sur l'égalité. Ce qui est problématique, dès lors que la différence ou l'asymétrie entre les sujets peut conduire, comme le souligne Frédéric Worms, à une relation entre un sujet agissant et un sujet subissant, ou même entre un sujet et un objet. La dissymétrie des forces peut devenir une source de pouvoir, et même de l'abus de pouvoir. Il s'agit là d'un risque maintes fois constaté et augmenté du fait que l'activité d'assistance se déroule dans le huis clos d'un logement qui est l'objet d'une autre asymétrie. Être un espace de travail pour l'un et l'espace d'intimité pour l'autre. On sait combien le design et l'aménagement du logement lui-même sont prépondérants dans la facilité ou non de préserver des lieux d'intimité pour la personne qui y habite. On sait également combien est déterminante la posture de celui ou de celle qui intervient au domicile et qui peut, soit assister à la vie quotidienne des personnes, c'est-à-dire devenir spectateur, à distance plus ou moins grande, soit l'assister dans sa vie quotidienne. L'intimité du chez-soi est aussi garantie par la porte, cette clôture qui empêche, dissuade ou interdit de pénétrer dans son espace privé ceux qui n'en ont pas le droit. Et le contrôle de la porte est assuré symboliquement et pratiquement par la clé, qui en commande la fermeture et l'ouverture. La clé que l'on confie à celui ou celle qui vient accompagner notre levée, alors que l'on ne peut le faire seul, pour qu'il ou elle puisse entrer dans le logement et qui, sous l'effet de la routinisation, pourra oublier le petit rituel, appeler, frapper, s'annoncer, etc., censé signifier l'acceptation de son entrée chez soi, annihilant du même coup la clôture et son contrôle. Pouvoir gouverner son temps chez soi est également une des garanties de l'effectivité de l'habiter, au travers de la possibilité de choisir et de décider du moment où l'on se lève, s'habille, s'alimente, sort ou rentre chez soi. Autant de gestes dont on sait combien, quand ils dépendent d'une assistance, ils doivent être programmés et s'ajuster aux horaires de travail de ceux qui viennent nous accompagner. Cette difficulté dans l'adéquation entre l'offre d'accompagnement et le possible gouvernement de son temps est d'abord déterminée par les droits à la prestation de compensation du handicap, PCH, aide humaine qui doit permettre aux personnes en situation de handicap de financer ces services. La loi de février 2005, dite pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, a en effet institué le droit pour la personne handicapée à la compensation des conséquences de son handicap, quelle que soit l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Ces droits s'exercent, en pratique, via la demande de compensation que vont formuler les personnes handicapées. Ces demandes de compensation sont instruites par la Maison départementale des personnes handicapées, MDPH, dont l'équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente, avant de proposer un plan personnalisé de compensation, PPC. Ce plan précise le nombre d'heures d'intervention qui, après décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, CDAPH, pourront être financées par le Conseil départemental, déterminant par là le temps quotidien d'aide humaine mobilisable auprès de la personne. À partir de là, la personne handicapée peut choisir le statut des aidants, familial qu'elle peut dédommager ou salarié, professionnel dont elle peut être l'employeur direct ou organisme d'aide humaine, à but lucratif ou non, avec lequel elle préfère nouer un contrat de prestation. 3. La loi du 11 février 2005 s'inscrit dans l'évolution générale des politiques sociales qui tendent vers une approche individualisée des droits qui prend en compte, désormais, les trajectoires des personnes et s'efforce de leur donner les moyens d'entretenir ou de restaurer leurs capacités.
Elle s'instrumente le plus souvent par une instance de régulation, dont la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, CDAPH, en ce qu'elle réunit divers services publics, des associations et élus locaux aux fins de délibérer et d'ajuster l'attribution des droits des personnes handicapées à leur situation concrète, en constitue une formule. Mais l'expérience montre, malgré l'ambition affichée par la loi, que se manifestent des modes d'appréhension de l'individualisation de ces besoins, fortement contradictoires d'un département à l'autre et parfois au sein d'une même administration départementale. Ces divergences dans les façons d'appréhender la singularité des situations de vie et de handicap des personnes s'expliquent par un certain nombre de raisons. Que ce soit les conditions standardisées de traitement des demandes, caractérisées par un ensemble de dispositifs, accueil des personnes, réunions d'équipes pluridisciplinaires, visites, commissions plénières ou restreintes, etc., le manque de moyens de certaines MDPH pour faire face à celles-ci, ou le fait que ces organisations soient placées sous la tutelle des conseils départementaux, qui n'échappent pas à une tendance certaine au développement de méthodes gestionnaires visant à la fois l'évaluation des résultats de leur politique et la maîtrise de leurs dépenses. Il s'agit pour ce dernier point d'un mécanisme de compensation d'un des effets de la décentralisation sociale qui a confié au département la gestion de certaines prestations individuelles, dont la PCH. L'absence d'obligation pour l'État de mettre en place un mécanisme de compensation financière en fonction de l'évolution des dépenses, mécanisme de compensation dit glissant, met les départements en difficulté financière devant la montée en puissance régulière et soutenue des trois grandes prestations que sont l'allocation personnalisée d'autonomie, APA, le revenu de solidarité active, RSA, et la PCH. Ce qui peut conduire certains départements, par exemple, à vouloir dissuader les personnes handicapées d'autres départements à venir vivre dans une formule d'habitat qui leur convient au motif que, les 3 premiers mois passés, ils auront à financer les droits de PCH de ces personnes. Si la loi dit le droit, la mobilisation de la règle demeure, comme l'écrit Jean-Marc Weller, un objet chevelu, en lien constant avec les valeurs morales de ceux qui ont en charge de la mettre en œuvre et la prise en compte de considérations gestionnaires. La qualification des situations est toujours le résultat d'un enchevêtrement entre la construction d'une expertise, sur des bases souvent lacunaires, et une délibération sur des principes de justice concurrents. Comme l'a montré Romuald Baudin, le travail d'évaluation des situations est opéré au travers d'un travail d'expertise qui s'appuie quasi exclusivement sur l'examen de dossiers papier, constitués d'informations désincarnées et standardisées, fournies par d'autres professionnels. Mais ces règles ne s'imposent jamais mécaniquement. Non seulement elles ne s'appliquent pas de la même façon et avec la même intensité selon les... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.